Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, meilleurs vœux à tous avec évidemment la réalisation de tous vos souhaits, la concrétisation de tous vos projets, l'Euro pour la Nationale et bien sûr la Nationale dont nous parlons aujourd'hui à l'occasion de cette émission spéciale, le tirage, les qualifs, les 23, c'est avec Superio, Gali et Tom, salut à vous. Salut. Salut. Messieurs, bonne année, bonne santé et tout le reste. Merci, pareil. Merci à tout le monde, pareil. Alors on commence, merci à vous tout d'abord, on commence avec un mot sur le tirage pour démarrer, donc et c'est Gali pour son retour qui démarre, on va faire équipe par équipe. Alors la Belgique tout d'abord, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu crains cette équipe qu'on a rencontrée il n'y a pas longtemps en amical? Oui ou non, est-ce un danger pour la nationale? Alors un danger, oui. Alors c'est sûr qu'après sur le papier c'est l'équipe favorite, c'est l'équipe qui monte, ils sont classés premiers je crois, au classement FIFA. Maintenant je la crains pas plus que ça, puisque le match de préparation qu'on avait fait contre eux, c'était quand même assez équilibré dans le jeu, j'avais trouvé, avec une seconde mi-temps plus italienne que belge. Maintenant, les Belges, ils ont l'avantage d'avoir une belle génération, ça tout le monde le sait, tout le monde le dit. Maintenant, je sais pas ce que ça va. C'est compliqué, ils sont jeunes, ils vont avoir la pression du favori, parce que tout le monde les voit très très beaux. Peur d'eux, non, j'aurais pas peur parce que sur un match, tout peut se passer. Et encore une fois, c'est compliqué pour les Belges parce que je crois que c'est la première fois où ils ont la casquette du favori. Donc c'est compliqué, ils sont jeunes, je sais pas ce que ça va donner. De toute façon, c'est une équipe où elle va tout déchirer, où il va y avoir un truc, mais je les vois pas si beaux que ça, moi, en fait, les Belges. Sincèrement, je les vois pas si beaux que ça parce que, encore une fois, ils sont dans une position où tout le monde les voit très très beaux. Et le jour J, on va voir ce que ça va donner. Oui, c'est ça, ce sont les chouchous des médias, et c'est vrai que c'est un statut difficile à assumer, donc on va voir. Superio, on a connu la génération Enzo Schifo, qui a joué à Auxerre en France, on le rappelle, on a connu la génération Mpenza qui était déjà portée au nu, je me rappelle, dans les années 2000, au début des années 2000, pardon, cette génération-là, qu'on nous vante tout le temps, est-elle à craindre? Oui, sur le papier, si on regarde le 4-5-1 proposé par Wilmots, on a quand même un potentiel offensif assez effrayant. De Bruyne, Fellaini, Hazard, et devant soit Lukaku, Benteke ou Batshuayi qui ont pris des buts à Marseille et qui a un ratio assez impressionnant en sélection, 2 sélections, 2 buts. C'est sûr que sur le papier ça fait mal, mais après, comme disait mon camarade précédemment, la Belgique a quand même des failles en défense où tout dépend de Compagnie et ce statut de favori à assumer. Faut dire qu'à la Coupe du Monde, ils ont été quarts de finalistes, mais dès qu'ils ont rencontré une équipe du top 8, l'Argentine, leur parcours s'est arrêté. Donc, on les voit forts, mais sur 90 minutes, la nationale peut faire quelque chose. Comme c'était le cas au mois de novembre. Après, je veux rajouter quelque chose. En fait, la Belgique, il démarre un petit peu le cycle de l'Espagne, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, les Espagnols, ils étaient super favoris à chaque fois, très très forts en qualif, en préparation, etc. Et après, ils avaient ce statut où il y arrivait toujours une merde en phase de groupe, en match officiel. Et c'est là où les Belges, on les attend en tournant, en fait, parce que c'est difficile de franchir un palier, en fait. Et là, ils sont vraiment très très forts pour avoir vu quelques matchs d'eux en préparation et en match amical. Mais maintenant, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner avec la pression de toute une nation derrière, la pression médiatique. Et c'est là où moi je les attends au tournant, parce que c'est clair que sur l'Euro même, c'est l'équipe favorite avec l'Allemagne, voilà, c'est une équipe qui est favorite pour gagner l'Euro carrément. Et je sais pas s'ils vont assumer ce statut-là en fait. L'avenir nous le dira. Oui, c'est ce que disent les médias. Après, tu les compares à l'Espagne, c'est une comparaison assez osée. J'ai bien compris que tu parlais du principe d'une équipe dont on parle beaucoup, avec beaucoup de jeunes, Voilà. etc. Et qui doit confirmer après. Bon, alors après, est-ce que la Belgique actuelle, c'est le même niveau que l'Espagne 2002, par exemple, qui se fait honteusement sortir par la Corée, et les 2 hors-jeu refusés? On se rappelle également de l'élimination de l'Italie de Monsieur Moreno au tour précédent. J'irai peut-être pas jusque-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'on en parle beaucoup, ça c'est certain. Superio veut réagir. Oui, je voulais dire qu'on a quand même un avantage, c'est qu'on les rencontre en premier, pour le premier match du groupe. C'est bien de se taper l'équipe la plus forte en premier, surtout que si les Belges ont un petit problème au niveau psychologique pour assumer leur statut, on pourra en profiter dès le premier match, quoi. Ouais. Exactement, Tom. Alors bon, pour la Belgique, oui, c'est une équipe à craindre forcément. Même si on peut reprocher certaines choses au classement FIFA, le fait qu'ils soient premiers veut quand même dire que c'est une nation qui monte. Ça fait quelques années qu'ils ont de très bons résultats.
Après, un peu comme mes deux compères, j'aimais des nuances. Des nuances, effectivement, au regard de la pression qui va être la leur au moment d'entamer le tournoi. Surtout que, comme vient de le dire Superlio, c'est le premier match contre nous, ça va être peut-être compliqué à gérer. Et deuxièmement, faut voir l'état de forme, parce que on le dit pas beaucoup, mais par exemple, je pense à Hazard qui est en train de vivre un début de saison très très compliqué. Donc, il faudrait voir un peu quel état de forme il aura d'ici juin. Je pense à la défense, parce qu'ils n'ont pas de latéraux, ou au buteur, parce que autant Batshuayi, effectivement, puis les buts à Marseille, autant Benteke, par exemple, à Liverpool, c'est pas toujours ça. Il y a des failles, il y a moyen de faire quelque chose sur 90 minutes. Alors, vu notre niveau actuel, faut pas se leurrer, on n'est pas favori, ça sera la Belgique. Mais sur 90 minutes, suivant la composition, suivant les choix, on y reviendra tout à l'heure, il y a moyen de faire quelque chose. Bon, alors on va passer à la République d'Irlande. La République d'Irlande qui a été coachée pendant de longues années par Trapattoni, on le sait, avec la fameuse main de Thierry Henry, qualification pour la Coupe du Monde 2010. C'est une équipe toujours difficile à jouer, hein, l'Irlande. On fait souvent des matchs nuls, 0-0, un but partout contre eux. On les a rencontrés en match de poule à plusieurs reprises il y a quelques années. Alors Gali, l'Irlande donc qui joue en vert, hein, c'est l'Irlande du Sud, on rappelle, ce sont les catholiques, hein, c'est la République d'Irlande, indépendante depuis, si je ne m'abuse, 1922, à ne pas confondre avec l'Irlande du Nord, qui est toujours rattaché donc au Royaume-Uni. Ça c'est le type d'équipe qui cause toujours problème pour l'Italie en fait. On a du mal à... En fait c'est les genres d'équipes un peu chiantes qui durent à jouer parce que on connaît leur jeu. Le match il est écrit d'avance, on sait comment ça va se passer. Ça va pas être un match avec beaucoup de buts, ça va être serré. Les mecs ils vont nous faire un pressing de fou, on va être en panique à chaque coup de pied arrêté. C'est compliqué. Alors en général on s'en sort plus ou moins bien. En général j'ai bien dit. Mais c'est pas souvent des scores de fou quoi, ça va se jouer à 1-0 ou un match nul ou un 2-1. C'est un peu un inconnu pour moi parce que je les ai pas vus une seule fois jouer là, dans les 2 dernières années. J'ai pas vu un match d'eux, mais ma foi s'ils sont là c'est toujours les mêmes. C'est leur jeu un peu anglo-saxon qui est compliqué pour nous parce qu'il va falloir sans doute faire le jeu, à faire attention au compte, faire attention au coup de pied arrêté. Ça va être un match engagé et ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Après, je connais pas leur réel niveau actuel, mais ils sont toujours moyen bons, quoi, on va dire. Ils sont durs Oui à mais battre. chiant à jouer, voilà. Je Voilà. crois que c'est le terme qui résume mieux la situation. Sous Pelio, il n'y a plus Robbie Keane, mais alors qui faut-il craindre dans cette équipe d'Irlande? Il y est toujours, hein. J'ai fait une petite fiche là-dessus. Quoi? Il a mis 5 buts dans les éliminatoires. Hein. Alors Robbie Keane est toujours dans cette équipe? Il a 35 ans, il est toujours dans cette équipe. Ouais. Il joue à Los Angeles et il a mis 5 buts en qualif. Et si ça se trouve, c'est lui qui va damer le pion à Chiellini sur un coup de pied arrêté à la 90e. Bon allez, parle-nous de cette équipe alors, sous Pelio. Cette équipe a fini 3e d'un groupe qui comportait l'Allemagne et la Pologne. Et ils ont battu l'Allemagne chez eux en Irlande et fait match nul en Allemagne. Donc ce qui prouve leur potentiel. Ils jouent en 4-2-3-1 avec surtout devant un avant-centre assez imposant au niveau physique qui joue à Stoke City, Walters, ou soit le coéquipier de Pelé à Southampton, sa doublure Shane Long. Donc ils sont très forts dans le jeu aérien et comme le disait tout à l'heure notre camarade, ils ont un jeu très physique avec un pressing intense et un jeu aérien qui bien sûr n'est plus à démontrer. Oui c'est ça, c'est du fighting spirit et du kick and rush à l'ancienne quoi. C'est ça. Mais par contre, je vois aussi qu'en défense, ils ont John Oshie, qui doit avoir pas loin des 34. Donc la défense n'est pas non plus gage de sécurité pour cette équipe. Hein. Ouais, donc c'est assez inquiétant, enfin inquiétant. Bah, tout est relatif, mais enfin c'est pas comme si l'Italie avait des certitudes, on va y venir tout à l'heure. Donc c'est une équipe qui peut vraiment nous poser des problèmes. On rappelle quand même qu'en 2010, avec un effectif des 23 joueurs italiens qui n'était pas inférieur à celui qu'on va présenter tout à l'heure, l'Italie s'est fait sortir au premier tour, et c'est bien là qu'il y avait le Paraguay, la Nouvelle-Zélande et la Slovaquie, c'est ça? Ouais. Voilà, donc là on se dit que le premier tour là, après c'est à nous d'être plus sérieux qu'en 2010 bien sûr, mais le premier tour là est pas plus facile, loin de là, que celui qu'on avait en 2010. Tom? Non, ouais. Oui, bon après il y a quand même une petite particularité de cet Euro, c'est que les troisièmes peuvent aussi se qualifier. Donc Ça, il faut le rappeler, c'est vrai. Ça va nous avantager, parce que il me semble, corrigez-moi si je me trompe, qu'il y a 4 des 6 troisièmes qui se qualifient. Donc ça laisse de la marge et ça laisse quand même de bonnes chances à l'Italie de se qualifier. Ceci étant, c'est vraiment l'Irlande, c'est l'équipe que je crains le plus. La Belgique, on les connaît, on sait qu'ils vont être dangereux, on connaît les joueurs. Et
de l'avis général, j'entendais Zlatan, la Suède et tout. Pour autant, des deux équipes qui nous restent, l'équipe la plus dangereuse, c'est vraiment l'Irlande, parce que comme l'a indiqué Superlio, ils ont fait une bonne phase de qualification où ils ont effectivement mis en difficulté l'Allemagne. Ils se sont un peu plantés contre la Pologne et l'Écosse, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés en barrage, mais ils ont quand même tapé la Bosnie de Dzeko et de Pjanic, donc c'est pas non plus n'importe quoi. C'est une équipe toujours chiante à jouer, et en ce moment, enfin, l'Italie de Conte n'aime pas vraiment ce genre d'équipe, ça va vraiment être très compliqué. Et je viens de voir qu'en plus on les affronte en dernier match. Faudrait pas se retrouver dans une position un peu inconfortable où faudrait chercher la qualif face à eux. Ça serait quand même vraiment compliqué. Ah oui, t'as raison, effectivement, parce que le dernier match, on aime bien faire jouer les coiffeurs, comme on dit. Ah bon, Et on aura là, pas avec l'occasion les de deux adversaires qu'on aura rencontrés précédemment, à parler de la Suède tout de suite, ce sera pas forcément possible. Eh bien, je remarque en tout cas, vous avez fait votre devoir, hein. C'est-à-dire que vous connaissez, vous savez, vous connaissez les adversaires bien mieux que moi. Je vous en félicite, vous avez beaucoup travaillé. Eh bien, nous passons donc à la Suède avec Gali. Alors, ouais, je rejoins Tom pour l'Irlande. Pour moi, c'est l'équipe à craindre. Et l'équipe qui, pour moi, me fait la meilleure impression pour nous, c'est la Suède, justement. Alors, pourquoi? Parce que la Suède, on se focalise beaucoup sur Zlatan. C'est une équipe qui est physique, mais qui a pas forcément un jeu tonitruant. Et pour moi, dans ce groupe-là, l'équipe à prendre, pour nous, ce sera la Suède. C'est-à-dire que ce sera les 3 points, ils sont là, quoi. Faudra pas se manquer lors du deuxième match. Ça va être une équipe difficile à jouer, mais voilà, je pense que ce genre d'équipe où il y a une star comme ça qui sort du lot, qui va mettre un peu dans l'ombre ses coéquipiers, je pense que voilà, ce sera Zlatan. Et je les vois pas si forts que ça dans ce groupe-là. Pour moi, la Suède, c'est pas une équipe qui m'impressionne plus que ça. Zlatan, c'est un joueur qu'on connaît très bien. Et alors c'est sûr qu'il ne faudra pas se manquer face à ce grand joueur, mais au-delà de ça, je pense que ça devrait passer. Alors c'est peut-être un peu arrogant de ma part de dire ça, mais pour moi c'est l'équipe la plus faible du groupe, la Suède. Non, c'est bien d'avoir un peu de confiance quand même, parce qu'on en a eu tellement peu ces derniers mois, ces dernières années avec l'Italie, que là on entend quelqu'un, c'est un peu le Mehdi de la nationale Gali, hein. On sent qu'il a pas trop participé à Casabilan ces derniers temps, donc il a pas eu trop de déconvenues encore à présenter, à analyser, à commenter. On espère bien évidemment que tu auras raison, et c'est Superlio qui nous parle de la Suède. La Suède, pour moi, c'est une équipe qui risque de poser problème dans la mesure où on oublie de citer l'exploit des jeunes Suédois qui sont champions d'Europe espoir. Donc ils ont quand même une génération qui peut dépanner. Ils ont notamment battu l'Italie espoir, la France espoir aussi dans un match rocambolesque. Et leur 4-4-2 peut poser des problèmes avec notamment, bien sûr, Zlatan devant, mais des tauliers comme Kallström au milieu du terrain ou comme Granqvist qui avait joué à Bologne il y a quelques saisons. Donc ça va être une équipe qui va jouer un 4-4-2 assez compact et laisser très peu d'espace. Donc on risque d'être un peu embêté de connaître à peu près le même match que contre la Roumanie au mois de novembre. Donc moi je dis méfiance face à ces Suédois. On rappelle 2004 hein, avec le but de Zlatan d'une aile de pigeon à la fin du match, et puis l'élimination avec ce match soi-disant arrangé entre la Suède et le Danemark, hein, qui avait réussi à faire match nul pile comme il fallait. Donc ça rappelle des mauvais souvenirs, tout ça. Puis la Suède, c'est jamais facile à jouer. Encore une fois, on parlait d'Irlande tout à l'heure, mais la Suède, c'est un peu la même chose en termes de difficulté. C'est une équipe où il y a certes une star. Il fut un temps, il y en avait deux. Il y avait Dahlin et il y avait Brolin. Bon, là, il y en a une. Si, il y a eu Ljungberg aussi il y a quelques années. Mais enfin, des joueurs conquérants, des joueurs rugueux, des joueurs qui savent proposer à l'adversaire un défi physique. Henrik Larsson, effectivement, que me rappelle Superlio à l'écrit, bien évidemment, qui était un excellent joueur, qui a joué un petit peu avec Zlatan aussi. Donc c'est vrai que ça va pas être simple et c'est un premier tour vraiment compliqué. Tom, comment vois-tu cette équipe de Suède ? Un peu comme Gali, Détroit, je trouve quand même que c'est la plus faible, on va dire. Bon, ça peut paraître un peu surréaliste de dire ça vu le niveau actuel de l'Italie, mais en soi, c'est l'équipe effectivement qui me fait le moins peur. C'est ne serait-ce qu'au niveau des qualifs, parce que autant l'Irlande a fini 3ème dans un groupe très compliqué, autant la Suède finit 3ème derrière l'Autriche et la Russie dans un groupe où il y avait le Monténégro, la Moldavie et je sais plus quelle autre équipe. C'est pas brillant, ils ont de mémoire, ils ont pas fait de gros résultats, à part peut-être un nul en Autriche. Ils sont passés difficilement en barrage en battant le derby contre le Danemark, mais en se faisant peur jusqu'à la fin, où ils peuvent remercier Ibra d'ailleurs. C'est un jeu qui ressemble à l'Irlande, mais en moins bon, en moins collectif. On voit plus la star qui ressort de l'équipe que l'Irlande, où il y a vraiment 11 joueurs qu'il va falloir bouger.
C'est voilà, le danger, ça va être Ibrahimovic qui a mis, je vais vérifier, 11 buts sur 19. Donc voilà, ça classe un peu le bonhomme. Donc si on arrive à avoir une grosse défense, ce qui n'est pas toujours le cas en ce moment avec l'Italie, et à comment dire, à bloquer un peu Ibrahimovic, on devrait pouvoir s'en sortir. Mais après, vu le niveau de l'Italie, c'est jamais certain non plus. Parce que mentalement, la Suède, c'est moins fort que l'Irlande, hein, pour moi. Hein. Ils ont pas cet esprit. Alors c'est des guerriers certes, mais pour moi, comme il a très bien dit, l'Irlande c'est un groupe, c'est 11 joueurs, tandis que la Suède, même si c'est vrai qu'ils ont une belle génération, parce qu'ils ont des espoirs qui poussent, là actuellement, ils ont pas fait des super qualifs et voilà, ça reste la star Ibrahimovic, ça reste, en fait, c'est le papa. C'est-à-dire qu'ils attendent toujours l'exploit de Ibrahimovic. Ouais, mais il joue pour lui, et quand tu as une équipe avec un joueur performant comme ça, avec tous les latéraux, les milieux de terrain, etc., qui ne font que chercher Zlatan, puis il y a peut-être un ou deux joueurs autour aussi qui peuvent faire la différence et nous surprendre, parce qu'il n'y a pas que la popularité médiatique, hein, il y a des jeunes talents autour qui peuvent se révéler justement au grand jour pendant cet Euro. Donc moi je serais assez prudent, mais après c'est vrai que oui, les Belges et les Irlandais sont peut-être supérieurs, mais quoi qu'il arrive, ce sera pas facile, et on va précisément parler de l'Italie, parce que c'est bien de présenter les adversaires, mais maintenant on va parler de nos forces et de nos faiblesses à nous. Et avant de parler, d'essayer de faire une liste des 23, ce qui sera très compliqué, parce que les choix de Conte sont très controversés, y compris ici, donc on va essayer de faire un mix entre d'un côté ce que Conte est censé faire s'il suit sa logique, et puis ce qu'on aimerait nous, hein. Donc on va essayer de trouver un juste milieu par rapport à ça, mais d'abord Superlio, qui a bien étudié la question, va nous rappeler comment s'est passé un petit peu le parcours de l'Italie au cours de ses qualifications. En gros, quel bilan fais-tu de ces 2 ans de qualification depuis une Coupe du Monde 2014, on rappelle, qui fut tout sauf brillante, hein. Alors, les chiffres vont être trompeurs dans la mesure où l'Italie a fini première de son groupe avec 24 points, soit 4 points d'avance face à la Croatie. Donc on pourrait croire qu'ils ont survolé le groupe, ce qui n'est pas le cas. On doit cette première place à des faux pas croates dans les derniers matchs au mois de septembre, avec notamment une défaite en Norvège, un match nul contre l'Azerbaïdjan, qui ont relégué la Croatie à une 2e place. Après, pour faire le bilan de ces éliminatoires, on a une nationale qui en septembre 2014 a commencé avec un enthousiasme, avec la paire Zaza Immobile, avec un 3-5-2 qui a apporté beaucoup de choses, notamment dans le premier match contre la Norvège. Mais très vite, l'euphorie s'est dissipée. On a eu une victoire poussive à Malte, avec un but de Graziano Pelle et une expulsion de Bonucci. Et après, on a eu ce premier match aller contre la Croatie, où on a été archi dominé. Sur ce match-là, les Croates avaient par exemple 70% de possession de balle et une dizaine de tirs cadrés. Donc c'est un miracle qu'on ait arraché le 1 partout, ce match-là. Le match d'après, en Bulgarie, était là aussi poussif, avec des grosses erreurs défensives. Une de Bonucci, une de Barzagli qui se fait devancer par un attaquant croate. Le match retour en Croatie, un partout, on est assez fébrile. Et on arrive à ces matchs de septembre qui ont été assez décevants, notamment le match contre Malte, où on gagne avec un but de la main de Pelé. Après, les autres matchs sont bien passés, mais toujours avec des victoires poussives, avec un but d'écart, sauf en Azerbaïdjan. Donc, on s'est qualifié, l'état d'esprit était là, mais le jeu et la valeur des joueurs prête à beaucoup de questions et à confusion. Donc en fait, il n'y a pas de certitude finalement, hein, notamment défensif. Tu parles des erreurs individuelles, mais les erreurs individuelles de Bonucci, de Chiellini, finalement on en parle depuis combien, 5-6 ans maintenant, hein. C'est assez fréquent tout ça. Enfin, tu as fait tes devoirs en tout cas, hein. Tu nous as fait une petite synthèse très très appréciable que j'aurais été incapable de faire moi-même, ne serait-ce que parce que j'ai pas vu tous les matchs. Donc c'est maintenant le moment de faire notre liste des 23. Alors Gali et moi parlerons à la fin, parce que vous avez été beaucoup plus assidus pour ce qui concerne le visionnage des matchs au cours des qualifications. Donc c'est Tom qui va nous proposer tout d'abord ces 3 gardiens de but, hein, on va faire ligne par ligne. Quel gardien emmènes-tu à l'Euro? Alors pour le moment, Buffon et Perrine de sûr. Sirigu, je mets un petit bémol là, sur lui, c'est sous réserve qu'il trouve un club et qu'il puisse jouer. Parce qu'à mes yeux, on ne peut pas avoir comme second gardien un gardien qui est remplaçant tout le long de l'année. Donc lui, ça dépend. Il y a des rumeurs de départ, comme quoi il partirait à la Roma ou à Liverpool. S'il trouve un club et qui peut jouer, qui retrouve le niveau qui est le sien, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il aura tout à fait sa place à l'Euro. Par contre, s'il continue à être sur le banc et à faire banquette au profit d'un Kevin Trapp à Paris, là la question va se poser. Donc pour le moment, je le mets dans les 3, mais c'est à voir en fonction de la phase retour.
Supayo. Entièrement d'accord avec ce qu'a dit Tom, donc je n'ai rien à rajouter. Bon, Gali, alors tu souscris, Buffon, Perrine, et puis Ouais, alors t'as un c'est- troisième gardien à proposer? Non, et Sirigu, ouais, pareil, hein, s'il faut qu'il joue. J'ai pas compris, je comprends pas son délire d'être resté à Paris en début de saison. J'espère vraiment qu'il va partir. Sinon, il faudra prendre un autre gardien. Marchetti, peut-être, je sais pas. Oui, Marchetti a été appelé, Padelli également. On va pas Voilà. aller jusqu'à proposer Donnarumma, parce que c'est peut-être un petit peu pourquoi tôt. pas Hein. Jeune, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Et pourquoi pas? Et pourquoi En pas, troisième carrément? gardien. En Carrément. troisième gardien. Ah bah ce serait le choix de l'audace et de la surprise, parce que c'est vrai qu'on s'enthousiasme tous pour Donnarumma, mais le troisième gardien en même temps ne joue pas, donc ce sera une expérience pour lui, hein, c'est vrai. Moi, Vas-y. si Sirigu continue à ne pas jouer, pour moi j'avais deux noms, donc Superlio l'aurait dit, donc je vais le dire à sa place, c'est Sportiello de l'Atalanta qui fait un très bon début de saison, ou Donnarumma. C'est deux gardiens jeunes pour préparer un peu l'avenir et en faisant passer Perry numéro 2. Si Sirigu ne joue pas, forcément. Ouais. C'est l'option de secours. Bon, alors, bon, très bien, pourquoi pas. Moi, j'avoue que Donnarumma, ça me séduirait. C'est vrai que ni Sportiello, ni évidemment encore moins Donnarumma, n'a été appelé jusqu'à présent. On passe à la défense, alors là, c'est plus compliqué. Donc, Tom, tu peux y aller. Alors, on va commencer par les centraux. Donc, le trio de la Juve, donc Barzagli, Bonucci et Chiellini. Même si Chiellini est pas très bon en ce moment, on va le garder. J'ai eu plus de mal à trouver le quatrième défenseur central. Peut-être que c'est le cœur milanais qui va parler, mais je mets Romagnoli au détriment de Astori ou de Acerbi qui font pourtant de bons débuts de saison. Et sur les Jamais côtés, appelé, hein. Pardon? Jamais appelé, hein, donc ce serait une surprise aussi, mais... C'est vrai. Et sur les côtés, j'en prends que 3 parce qu'il y en a que 3 qui ont le niveau. Je prends Darmian, Florenzi et Antonelli. Ouais, bah, très bien. Soupalio. Alors pour les défenseurs centraux, je vais rejoindre Tom avec Chiellini, Bonucci, Barzagli et Romagnoli, qui auraient au moins pu être essayés dans ce match sans enjeu contre les Roumains. Sur les latéraux, Darmian, Florenzi sûr. Alors au niveau du troisième latéral, Conte a souvent appelé De Sciglio. Je crois même que c'est l'un des joueurs les plus appelés. Oui, c'est le quatrième défenseur, il a 7 apparitions quand même, c'est fou de se dire ça. Hein. Donc je pense qu'il y sera, même si son niveau, et on est assez bien placé pour le savoir, est très décevant. Moi je proposerais le jeune Masina de Bologne, qui fait des bonnes choses. Bon, Gali. Bah, les trois centraux de la Juve, Bonucci, Chiellini, Barzagli, Darmian, Florenzi. Moi, je prendrais Astori, par contre, pour le quatrième en défense centrale, et Antonelli. Ouais, alors en ce qui me concerne, j'ai été obligé de faire la liste de ceux qui ont le plus joué. Si je prends tous les défenseurs, latéraux centraux inclus, Darmian a 10 apparitions, donc c'est celui qui a le plus joué, donc il est évident qu'il y sera. Bonucci, Chiellini, 9, 8. Excusez-moi, j'ai un petit rhume qui reste là, qui subsiste. Ensuite on a De Sciglio qui est apparu 7 fois, donc il y a peu de chances qu'il y soit pas, hein. A priori il fera partie de la liste. Alors moi j'ai ajouté Barzagli bien sûr qui a 2 apparitions mais qui a été souvent blessé. Le problème c'est que les centraux de la Juve, alors c'est vrai qu'ils ont été finalistes de la Ligue des Champions l'année dernière, mais en sélection ils font pas rêver, hein. Et ils font pas rêver tout court d'ailleurs. Donc j'avoue que c'est assez désespérant de se dire qu'une fois de plus la Nationale va aller jouer une compétition depuis que Nesta et Cannavaro ont arrêté en gros, sans certitude défensive quoi. Donc il y a Darmian qui est un très bon joueur effectivement, donc j'ajoute Romagnoli, c'est vrai, Romagnoli et Antonelli, donc je récapitule, Darmian, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Barzagli, Antonelli, Romagnoli, voilà ma liste. On passe au milieu avec Tom. Alors, je vais décortiquer ça avec d'abord 5 noms qui sont pour moi indispensables et 2 noms, j'en parlerai tout à l'heure. Alors d'abord Verratti, Marchisio, De Rossi, Bonaventura et Jorginho. Alors j'explique, bon pour Verratti, Marchisio et De Rossi, je pense que tout le monde sera d'accord, même si j'attends mes camarades de parler après. Bonaventura, parce qu'on l'a assez réclamé dans Casa Milan, je pense que là aussi, il a largement sa place dans les 23. Le petit Jorginho, parce que à choisir entre lui et Montolivo, je trouve que Jorginho fait une très très bonne saison pour l'instant à Naples. Certes, effectivement, il est brésilien, on fera pas le même débat habituel, mais c'est un jeune qui a demandé depuis très longtemps à avoir la section, avoir une nationalité italienne, à jouer pour l'Italie. Ah oui, donc il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Ce qu'on déplore, attends, faut quand même préciser, parce que ce qu'on déplore, c'est les gens qui choisissent à 30 ans. Mais Voilà. quelqu'un qui a 20 ans dit je veux jouer pour l'Italie, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas un choix par défaut, donc il n'y a pas de souci. D'autant que là, sportivement, je trouve que c'est un des 5 meilleurs Italiens sur ce secteur-là. Et j'en prends 2 qui ont pour leur profil, qui sont un peu différents, un peu plus rares. Je prends Saponara,
parce que... Ah carrément. Ah oui, oui. Parce que c'est notre seul meneur de jeu un peu à l'ancienne. Si jamais on veut utiliser ce module-là, il n'y a que lui que je vois à ce poste-là. Et en ce moment, il fait quand même de très très bonnes choses à Empoli. Empoli qui d'ailleurs même est une équipe surprise du début de saison en Italie. Donc moi, j'ai pas de problème à le sélectionner. D'autant que son principal concurrent, c'est Vasquez, qui lui par contre à Palerme a beaucoup de mal. Et le deuxième nom, ça va peut-être plaire à Superlio, c'est Sturaro de la Juve. Parce que au niveau des milieux récupérateurs, on se plaint qu'on en a très peu en Italie. C'est vrai. Et on se dit, bah, le profil à la Gattuso, comme on dit, on en a plus. Et Sturaro, ça me semble être le meilleur dans ce rôle-là. Alors certes, on peut pas lui demander d'être un brillant technicien. On lui demandera jamais ça parce qu'effectivement, il n'a pas les pieds pour. Par contre, dans ce rôle-là, je trouve que c'est le meilleur en Italie. Bon, très bien. Voilà. Soupalio. Ça va ressembler à ce que vient de dire Tom. Marchisio, Verratti, De Rossi. Alors, De Rossi pour la défense à 3 peut aussi servir. On l'a vu à l'Euro 2012. Sturaro pour les mêmes raisons, son côté récupérateur. J'ai rajouté Parolo, qui souvent fait ses matchs en national. On a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, mais il récupère quand même des ballons. J'ai bien aimé son match en Azerbaïdjan avec Verratti au milieu de terrain. Il a 4 apparitions. Oui, mais qui fait souvent ses matchs et qui a un box-to-box et qui a une belle frappe de balle. Et Bonaventura, bien sûr. Bonaventura, donc qui n'a jamais joué, hein, il faut le rappeler, qui a été sélectionné mais qui n'est jamais apparu. Alors, Gali, c'est à toi, bon courage. Moi, je me suis basé par rapport au qualif. Et donc, il y a Marchisio, Bonaventura. Donc, Bonaventura, pas par rapport au qualif, parce que je pense qu'il faut qu'il y soit, tout simplement. Il y a Verratti, De Rossi. Et là, j'ai mis Parolo, Soriano et Candreva. Oui, bah ça c'est réaliste. Candreva, on rappelle qu'il y a 9 apparitions de but, c'est celui qui a le plus joué. Ça, ouais. Ouais, Ça et sera- qui est annoncé au Milan AC, je pense pas que ça se fera, hein. Mais c'est vrai que c'est le joueur qui a le plus joué au milieu de terrain en sélection pendant ses qualifs, qui est un excellent joueur d'ailleurs, qui a des chances d'être titulaire. En ce qui me concerne, j'ai mis Candreva, donc ensuite Florenzi évidemment, moi je l'ai mis milieu, on peut le mettre défenseur évidemment. Sa polyvalence de toute façon est un atout, il est évident qu'il y sera, c'est un excellent joueur. Verratti forcément, ce sera le maître à jouer de cette nationale. Marchisio évidemment, Soriano il sera probablement, même s'il déçoit un petit peu en ce début de saison avec son club, 4 apparitions quand même. J'ai ajouté Bertolacci parce que il est milanais, j'y crois, il revient, il a été appelé 3 fois, c'est peut-être à mon avis il sera en ballottage, c'est pas sûr qu'il y soit évidemment. J'ai mis De Rossi, même si là encore rien n'est moins sûr, mais enfin quand même, je pense qu'il a ses chances, il n'est apparu qu'à 3 reprises. Alors Montolivo c'est particulier parce que Montolivo on en parle suffisamment ici, heureusement que Nico participe pas à l'émission. Il a 2 apparitions mais surtout elles sont récentes, c'est-à-dire que Montolivo on l'avait pas vu pendant un petit moment, évidemment il a été durablement blessé, mais là il revient, donc je me dis que c'est pas innocent si Conte l'appelle depuis quelques temps, c'est que peut-être qu'il y pense sérieusement pour l'Euro, donc c'est pour ça que j'aurais tendance à le prendre. Je me dis que Conte a de fortes chances de l'appeler. Et Bonaventura évidemment qu'on peut mettre aussi attaquant, donc là encore la polyvalence est un atout et surtout c'est probablement le meilleur joueur offensif italien de ces 2 dernières années, donc il n'y a pas d'hésitation à avoir et j'espère évidemment qu'il finira titulaire, il le mériterait bien. Reste l'énigme Pirlo, c'est tout ce qu'il a un rapport particulier avec Conte. Je sais pas jusqu'où ça nous mènera. Moi je suis pas pour. Je l'ai pas pris avec moi. Enfin je l'ai pas pris dans mes 23. J'estime qu'il aurait dû arrêter en 2014. Que c'était sa dernière compétition. Il avait fait d'ailleurs plutôt une bonne compétition. Malheureusement il avait été mal épaulé. Mais je pense que là il est vraiment le temps de passer à autre chose et qu'en plus ses prestations aux États-Unis sont pas flamboyantes. Donc je suis pas spécialement pour rappeler Pirlo. Mais c'est vrai que sur le banc, pour tirer un coup franc à un quart d'heure de la fin, certains pourront toujours trouver des arguments pour qu'il soit là, hein. Après tout, une liste de 23, ça peut inclure un joueur un peu bonus, tant qu'il s'agit que d'un joueur. Bon, on passe à l'attaque, donc avec Tom. Alors je vais mettre Candreva, parce que vous l'avez mis au milieu, mais je l'ai mis en attaque, mais bon, pour moi il est indispensable à l'équipe. Insigne, qui malgré son très faible temps de jeu, qui est égal à 0 minutes sous Conte depuis la fin de la Coupe du Monde, je le trouve indispensable parce que c'est peut-être un des 3 meilleurs Italiens depuis le début de la saison cette année. Ensuite, je me suis un peu cassé la tête pour les 2 postes de buteur. Bon, il y a Pelé parce que c'est une évidence et que c'est peut-être un des attaquants les plus utilisés par le sélectionneur. Et sur la forme du moment, j'ai mis Destro parce que c'est vrai qu'avec à Bologne, il est en train de très très bien revenir. Il prouve que son passage à Milan, ses médiocres performances n'étaient peut-être pas dues qu'à lui, mais aussi au faible ballon qu'il avait reçu. S'il continue comme ça, je pense que c'est la meilleure doublure appelée.
Et il me reste 2 noms, et ça va être 2 jeunes qui n'ont jamais été appelés. Berardi et Bernardeschi. Ah bah oui, Bernardeschi, on aimerait Ouais. bien. Berardi Pourquoi? aussi, Parce très que bon joueur. Berardi c'est un vrai talent. Alors effectivement, je vais parler grossièrement, c'est un peu une tête de con. Il a tendance à un peu se laisser aller à quelques expulsions, pardon. Mais c'est peut-être notre meilleur talent, et comme pendant à Candreva, je vois pas meilleur que lui. Et Bernardeschi, parce que lui aussi on n'en parle pas beaucoup, mais il fait un très bon début de saison à la Fiorentina. Il a mis sur le banc le Polonais dont je ne peux pas dire le nom tellement il est compliqué, l'ancien du Borussia Dortmund. Et si la Fiorentina fait un aussi bon début de saison, c'est en grande partie grâce à lui. Voilà. Subalio. Alors, j'ai mis pas mal d'ailiers parce que dans la nationalité de Conte, il a souvent joué en 4-3-3 ou en 4-4-2 qui se transformait en 4-2-4 en phase offensive. Donc j'ai mis pour moi celui qui a été le meilleur italien dans ses qualifications, Candreva. Ah, tu l'as compté comme attaquant, d'accord. Pelé qui s'est affirmé en tant que numéro 9, qui a mis 3 buts et qui joue pour l'équipe. Comme doublure de Pelé, j'ai mis Stefano Okaka qui se révèle à Anderlecht, qui marque aussi en Europa League, notamment contre Tottenham, et qui lui aussi joue pour l'équipe. Après, j'ai rajouté Insigne, pour les mêmes raisons que Tom, Bernardeschi, Berardi aussi, qui aurait dû débuter depuis longtemps. Quand on voit un jeune qui a déjà marqué 30 buts en 2 saisons et demie de Serie A, on peut se dire qu'il aurait pu être appelé plus tôt. Et enfin, j'ai une dernière hésitation pour un avant-centre de pointe, soit Destro ou Zaza. Ça dépendra du temps de jeu de l'un, je parle du Bianconero, et pour l'autre, ça dépendra de ses buts avec Bologne. Très bien, alors je vais juste rappeler avant que Gali prenne la parole que c'est Pellé qui a le plus joué avec 7 apparitions, 3 buts. Ensuite on a Eder que personne n'a cité avec 5 apparitions et 2 buts. Ensuite Zaza 5 apparitions, 1 but. Immobilier 5 apparitions, 0 but. Et ensuite nous avons, tenez-vous bien, El Shaarawy 4 apparitions, 1 but. Jovinko 4 apparitions, 0 but. Et Gabbiadini, 2 apparitions, 0 but. Ensuite je parle pas de ceux qui ont joué une fois, etc. ou pas du tout. Donc Gali, avec ça, bon courage. Ouais, ben, en fait, c'est intéressant d'écouter mes compères là, parce que c'est vrai que moi j'ai pas autant suivi la Serie A cette année, donc j'avais carrément oublié pour vous dire Benardi. Berardi. Ouais, Berardi, pardon. Et moi, en fait, moi je me suis basé par rapport aux joueurs sélectionnés, et donc c'est pas vraiment mes choix en fait, c'est plus ce que je pense que ce que Conte va faire. Et donc, Oui, c'est pour moi, vrai, c'est vrai. Pour moi, il y aura Insigne, Zaza, Pelé, Eder et sans doute Gabbiadini, peut-être. Oui, non, mais c'est possible. C'est-à-dire Ouais. que nous, on essaye de donner nos opinions, mais il faut aussi tenir compte de celles du sélectionneur. Il m'arrive de dire Prandelli parce que je sais pas, j'ai des vieux réflexes, mais c'est Conte. Et effectivement, Conte, il appelle Eder. Et ouais, donc ce serait surprenant de voir Eder exclu de la liste alors qu'il a été appelé fréquemment. Évidemment, c'est pas notre choix, mais bon, c'est comme El Shaarawy. El Shaarawy peut être. Et oui, c'est surprenant, mais El Shaarawy peut être à l'Euro. Voilà, faut s'y attendre. Donc on. Vous avez parlé de Sturaro aussi, de la Juve, et c'est vrai que j'y pensais pas, mais ce serait une bonne idée, parce que c'est un récupérateur, mais encore une fois, ça c'est ce qu'on pense nous, et il n'a pas été appelé une seule fois. Voilà, je pense qu'une sélection, ça se prépare pendant 2 ans, et c'est très très rare quand les sélectionneurs, au dernier moment, comme ça, ils vont sélectionner 5-6 joueurs qu'ils n'ont jamais sélectionnés. Ça arrive pratiquement jamais. Alors il y a toujours peut-être 1 ou 2 surprises, mais je pense que les sélectionneurs, ça reste quand même des bonhommes assez têtus, qui restent dans leur projet, et on n'aura pas vraiment de surprise dans la liste des 23. Il y aura le socle qu'on a vécu là pendant 2 ans, en fait. Et c'est ça, et c'est vrai que nous, dans notre liste, on a donné Donnarumma, on a donné Romagnoli, on a donné des gens comme ça, et puis là on enchaîne sur l'attaque. Tom, on a donné Saponara tout à l'heure, donc c'est vrai que ça en fait des nouveaux. Tom d'ailleurs qui veut réagir, tiens. Oui, je précise juste, c'est vrai qu'on aurait pu, enfin je parle pour moi, mais peut-être que Superlio va aussi confirmer, faire la liste vraiment en fonction de Conte. Mais honnêtement, on n'avait pas le courage. Ça fait un an et demi que je me tue à critiquer Conte parce que je vois Bonaventura se morfondre à Milanello pendant les périodes de sélection. Et Deschilio titulaire. Oui, voilà, on aurait pu, effectivement, mettre El Shaarawy. Mais là, dans ce cas-là, dans le mot de la fin, on peut presque se tirer une balle et se dire, bon, bah, on va viser la 3e place avec la Suède. Donc, j'ai voulu être un peu optimiste en me disant que peut-être, pour cette nouvelle année, Conte ferait de meilleurs choix. Bon, je serais sûrement déçu d'ici quelques mois, mais bon, c'était la position que j'ai prise. Vous qui, peut-être que parce que je suis pas trop au parfum, donc Conte est visiblement assez critiqué par rapport à ses choix, mais c'est vrai que en Italie c'est souvent le cas. Et les sélectionneurs, ils ont toujours
toujours été très critiqués pour leur choix. Il y a souvent des joueurs que nous on voit et on a l'impression que les sélectionneurs, que ce soit les anciens, même Prandelli, même Lippi était critiqué. Et par exemple un joueur comme Bonaventura, quelle est aujourd'hui l'explication? Pourquoi il le prend pas? Pourquoi il le fait pas jouer? Est-ce que c'est par rapport à un module, un état d'esprit? Est-ce qu'il y a Là, j'en sais rien. Pour le coup, Superio, tiens, est-ce que tu as la réponse Bonaventura? Est-ce qu'on a une explication de Conte à ce sujet? Aucune. Il a surtout valorisé Soriano, Bertolacci, Parolo, au détriment de Bonaventura, qui n'a qu'une sélection avec Conte, c'était en match amical contre l'Albanie, où il fait la passe décisive en tirant le corner pour Okaka en novembre 2014. Parce que c'est le truc le plus choquant. Alors j'ai pas encore donné mes attaquants, donc je vais quand même le faire. Donc effectivement, je prends Pellé, hein, ça c'est sûr. Je prends Zaza également. Insigne bien sûr. Donc moi j'ai compté Bonaventura parmi les milieux. Ensuite j'avais mis Eder, mais pas par choix personnel, mais parce que c'est vrai que j'essaye d'être le plus réaliste possible. Maintenant je trouverais dommage de se priver de Bernardeschi, qui est vraiment la valeur montante. Et je pense que si surprise il doit y avoir, ce doit être Bernardeschi. Je signale juste que personne n'a cité Giovinco, que personne n'a cité Sansone non plus, qui pourrait être utile dans cette équipe, qui est un bon joueur, Sansone, et qu'il y en a un qui va tout faire, même s'il a aucune chance à mon avis, mais qui va tout faire à partir du mois de janvier pour récupérer sa place, c'est Monsieur Balotelli quand même. C'est son grand challenge, il est revenu en Italie pour ça, il veut aller à l'Euro. Personne n'y croit, mais avec Balotelli, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc, ah oui, non, c'est vraiment imprévisible imprévisible de chez imprévisible, quoi. Balotelli, tout est possible, hein. Il peut nous faire ravaler notre chic dans 3 mois, hein. Donc, je ne l'exclus pas totalement, même si je ne l'ai pas appelé. On va parler, puisque je sais que vous l'attendez, du schéma tactique, hein, et puis de cette équipe type. Donc vous allez nous donner évidemment votre gardien de but, enfin là ce sera pas trop difficile, hein, il y aura plus trop débat. Il y a 2 ans, mais il y a plus trop ces derniers temps. Et puis votre défense, alors 3 ou 4 défenseurs, etc. Donc on va faire le schéma tactique, la disposition en même temps que les noms des joueurs que nous appelons dans cette équipe type, en commençant avec Tom. Donc le gardien Buffon, on est d'accord? Oui, totalement. Alors ta défense. Surtout en ce moment. Parce que Surtout Buffon, en ce moment, il est excellent. Il est vraiment très très bon. Ah oui, rien à dire. Alors ta défense, 3 ou 4? 4. Même si j'hésitais, on va partir sur 4. Florenzi sur le côté droit, Darmian sur le côté gauche. Et une défense, j'ai donc réfléchi entre les Juventini. Et je vais exclure Chiellini, qui souvent est très mauvais avec l'Italie. Alors que Barzagli, Bonucci, j'ai peut-être plus confiance en ces deux-là. Bah, le meilleur des 3 déjà c'est Balzal, il n'y a aucun doute là-dessus je crois. Voilà. Et Bonucci, je trouve que Chiellini fait vraiment beaucoup d'erreurs avec l'Italie à chaque compétition. Oui, Bonucci aussi. En 2010, c'était lui qui avait fait une énorme erreur contre la Slovaquie. Ah non, mais il y en a une dizaine. Non, mais attends, on va pas refaire la liste parce que dès la Coupe des Confédérations 2009, ça avait démarré. Non, Chiellini avait réussi, avec surprise d'ailleurs, à l'époque, son Euro 2008, oui, c'est ça. Et puis ensuite, ça a été vautrage sur vautrage. Donc, effectivement, mais bon, il a ses fans et puis il y a toujours les buts de la tête à la dernière minute parce qu'il s'arrache quand même, Chiellini. Il est capable, Conte, de le mettre sur Ibrahimovic et de lui dire tu le lâches pas en individuel, façon c'est Gentile ou Cabrini, je sais plus, qui avait pris Maradona en 82, Superio. Gentile, et voilà. Il est capable de lui dire ça, hein. Donc bon, tout est possible. Superio. Alors, tout dépend des systèmes, parce que là j'en vois 3, 4-4-2, 4-3-3 ou 3-5-2. Le meneur de jeu, j'y crois pas vraiment, parce que Conte n'a jamais vraiment joué avec des meneurs de jeu dans ses équipes. Après, moi je choisirais plutôt un 4-3-3, donc le gardien Buffon, pas de souci. À gauche, je mets quand même De Sciglio, qui fait quand même des bons matchs en Nationale, il faut le reconnaître. Donc plutôt qu'Antonelli. Oui. Donc tu privilégies le choix de Conte. Ok. Donc je mets Barzagli et Chiellini dans l'axe, et Darmian à droite. Barzagli, parce que pour moi c'est le meilleur défenseur central italien actuellement, et que ses derniers matchs à la Juve sont très bons, et Chiellini pour ses vertus de combattant, et parce que Bonucci, j'en ai marre de voir ses erreurs, de voir que le Portugais Eder, qui n'avait jamais marqué en sélection, marque un but contre l'Italie en devançant Bonucci, que Batshuayi puisse se retourner dans la surface de réparation et regarder dans son rétroviseur Bonucci, ça je ne le supporte pas. D'accord, très bien, on passe à Gali. Ouais, déjà c'est bizarre de pas savoir comment on va jouer encore une fois. Ça arrive souvent malheureusement avec l'Italie ça. C'est pas si on va jouer en 3-4-3, 4-4-2, on sait pas. On a trop de possibilités en fait et moi je veux pas donner mon choix. Moi pour moi on jouera avec 3 défenseurs centraux, les 3 joueurs de la Juve, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Pourquoi? Parce que c'est 3 personnalités, c'est 3 joueurs qui à mon avis dans un vestiaire
ont quand même maintenant une grosse importance. Et Chiellini supportera pas le banc, Bonucci non plus, Barzagli non plus. C'est entre guillemets les copains à compter. Donc s'il les prend les trois, ce sera à mon avis pour les faire jouer. Et en plus, ça garantira à compter un peu de stabilité défensive, même si c'est pas le top. Mais pour moi, on jouera pas avec deux centraux. Donc Barzagli, Bonucci, Chiellini, Florenzi à droite et Darmian à gauche. Pour moi, on jouera comme ça. Bon alors moi si je m'écoutais, je titulariserais Romagnoli bien sûr, mais je sais que ce sera pas le cas, donc je vais donner la défense qui à mon avis a le plus de chances, vu les choix de Conte, d'être efficace, c'est la défense à 3. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à un moment donné, c'est comme ça que la Juve a fait des résultats, c'est comme ça d'ailleurs qu'à l'Euro 2000 aussi, même si c'était pas les mêmes joueurs, on a réussi à arriver en finale, hein, on se rappelle, avec Nesta, Maldini, Cannavaro, évidemment c'était pas la même qualité, mais faut pas hésiter à mettre 3 centraux, je pense qu'on en aura besoin, donc Balzali, Bonucci, Chiellini, je pense qu'à part Balzali, il y en a aucun qui a le niveau pour être titulaire en sélection, je pense que Romagnoli est supérieur, ça va choquer les Juventini qui nous écoutent, mais je pense sincèrement que Romagnoli est supérieur à Chiellini et à Bonucci, ça pour moi il n'y a pas d'hésitation. Si je m'écoutais, je mettrais Antonelli à gauche et Darmian à droite, mais vraiment je pense que la défense à 3 sera privilégiée. Donc on passe maintenant au milieu de terrain et c'est Tom qui s'y colle. Bon, pour moi, il y a deux indispensables, donc Marchisio et Verratti, parce que ces deux joueurs font peut-être partie des meilleurs milieux actuels au niveau de leur profil. J'ai un doute sur le troisième, ça va dépendre un peu de l'adversaire, je pense, suivant si on affronte la Belgique ou la Suède par exemple. Alors si on a besoin d'un profil plus offensif, je vais faire redescendre Bonaventura et je le mets dans l'entrejeu. Si vraiment on a besoin de bétonner et de récupérer des ballons, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, Sturaro est notre meilleure option. Bon, Soupalio. Verratti, Marchisio, Bonaventura, milieu de terrain. D'accord, donc toi t'avais mis Florenzi en défense, c'est ça? Non, Florenzi, je le mets pas. Moi, Tu le mets pas titulaire? Je le mets pas titulaire. Je fais quand même confiance à De Rossi, qui à part 2010 s'est rarement trouvé avec l'équipe d'Italie. Et je pense qu'il peut aussi faire des bonnes choses à l'Euro. Donc même si De Rossi, je l'ai pas mis dans les titulaires, je mets un milieu de terrain, Marchisio, Verratti pour le responsabiliser. Et je sais plus qui j'avais dit. Bonaventura. Et Bonaventura, bon très bien, Gali. Alors moi en fait, ça, je sais pas. Pour moi, ce sera Verratti, De Rossi, Marchisio. Ça c'est une option en fait. Et après tout dépend aussi parce que Florenzi, je le basculerai bien aussi au milieu. Et tout à l'heure, je l'ai mis en latéral droit, mais ça peut être aussi, on peut envisager aussi un Verratti, Florenzi, Marchisio. Ah bah si t'as une défense à 3, tu peux mettre Florenzi milieu droit. Hein. Tu peux même le faire jouer ailier. Hein. C'est ça, tu mets Bonaventura à gauche et Florenzi à droite. Ouais, ailier droit, c'est ce que j'ai fait. Arrière droit. Mais pour moi, Verratti, De Rossi, c'est pareil, c'est un petit peu. Si admettons Conte prend De Rossi, s'il le sélectionne du moins. Mais il sera sélectionné, je pense. C'est le genre de joueur, sincèrement, les gars, je pense pas que ça accepte la banquette, ça. Tu vois, un De Rossi, faut qu'il joue, quoi. C'est le patron, tu vois, c'est des mecs, ils ont, je sais pas combien, plus de 32, 33 ans. Le mec, s'il est sélectionné, c'est pour partir titulaire. Je pense, alors peut-être que je me trompe, mais je pense pas que ce soit des mecs qui acceptent facilement de jouer le joker, le mec sur le banc, le papa sur le banc. Non, ça c'est des mecs. Il faut quand même qu'il ait le niveau, hein. Comment? Faut quand même qu'il ait le niveau, faut qu'il montre qu'il a sa place. Ça, bah oui, parce que Marchisio s'était affirmé à ce poste-là aussi. Hein. En l'absence de Pirlo, on l'a bien vu l'année dernière, quand Pirlo était blessé, Marchisio faisait de très bons matchs à ce poste-là devant la défense. C'est pour ça que c'est des choix toujours compliqués. C'est comme tout à l'heure, tu parlais de Montolivo. Montolivo aussi, c'est quelqu'un d'expérience, mais s'il s'amuse à prendre des mecs comme Montolivo et De Rossi, faut qu'ils jouent les mecs. Hein. C'est encore une fois, c'est pas des mecs à rester sur le banc. Je pense pas, du moins. Bon, personnellement, j'avais titularisé De Rossi, mais plus le temps passe et plus j'hésite, parce que c'est vrai qu'il va falloir qu'il démontre. Alors qu'on aura l'occasion de faire une autre émission spéciale, bien évidemment, avant la compétition, 15 jours avant la compétition, comme on fait à chaque fois. Hein, on aura plus de détails, les états de forme auront évolué, on pourra affiner notre composition, c'est certain. À l'heure actuelle, titulariser De Rossi, j'ai du mal à y croire. Donc, et paradoxalement, encore une fois, je vais choquer Dibon, parce que je sais que Montolivo est très critiqué. J'irai peut-être pas jusqu'à le titulariser, parce que je mettrais plutôt Marchisio devant la défense.
mais il a une carte à jouer. Moi je n'exclurais pas Montolivo du jeu, parce que c'est toujours pareil, ça dépend du Montolivo. Si Montolivo nous ressort des matchs à répétition comme contre l'Inter ou comme à Rome contre la Lazio, il a 100 fois sa place dans cette équipe, 100 fois sa place, parce que là il est brillantissime, et il nous a déjà fait des matchs comme ça, à l'Euro 2012 notamment, en sélection, même si c'était pas à ce poste là. Donc je ne l'écarterai pas totalement. Moi je pense qu'il fera partie des 23, qu'il faudra compter avec lui, et qu'il n'est pas dit que sur les 3 premiers matchs là, les 3 matchs de poule, Montolivo soit pas au moins une fois titulaire. Pas forcément devant la défense, hein, mais c'est quelque chose qui peut se passer, donc j'aurais pas de certitude. Donc en tout cas sur ma feuille j'avais écrit De Rossi quand même devant la défense. Bon j'hésite, mais je vais garder ce que j'ai mis. J'avais mis devant lui Marchisio et Verratti donc dans l'axe, et puis excentré Bonaventura et Florenzi, hein, donc Florenzi à droite et Bonaventura à gauche. Alors encore une fois c'est un parti pris, parce que Bonaventura n'ayant pas été titulaire une seule fois avec Conte, le titulariser, évidemment, c'est présomptueux, c'est clair. Mais enfin, je l'assume celui-là, parce que, je répète, Bonaventura, pour moi, est le meilleur joueur offensif italien du moment, et je ne comprends pas qu'il soit pas titulaire, c'est le meilleur, on le met, point, on se pose pas la question. On passe à l'attaque avec Tom. Alors l'attaque, j'ai pas eu trop de problème à décider, ça va être Candreva sur le côté droit, Insigne sur le côté gauche, et Pelé en pointe. Tout simplement, parce que Berardi, Bernardeschi sont effectivement très bons et très prometteurs, mais actuellement, c'est difficile de faire mieux que Candreva et Insigne et Pelé, parce que c'est un des rares choix de Conte que je comprends. Voilà. D'accord. Soupalio. Pareil, pour les mêmes raisons, je rejoins totalement Tom. Bon, Gali. Pour moi, c'est pareil, si on joue à 4 défenseurs, c'est une évidence, Candreva, Pelé et Insigne. Donc ça, c'est dans l'option où on joue à 4 derrière. Et dans l'option où on joue avec 3 défenseurs centraux, pour moi, ce sera Eder et Pelé. Bon alors évidemment de mon côté j'avais mis Pelé en attaquant de pointe, c'est normal, c'est le meilleur, il n'y a pas de discussion. Comme j'étais parti avec un milieu à 5, forcément il reste que 2 places, donc j'avais mis Insigne, mais je m'aperçois que j'avais oublié Candreva qui est juste le joueur qui sera forcément titulaire. Donc j'enlève Insigne et je mets Candreva, évidemment pas derrière l'attaquant dans l'axe, je suis obligé de modifier ma composition, de le mettre à droite, mais dans ces cas-là c'est Bonaventura que je mets plutôt à gauche, parce que même si j'adore Insigne, dans ces cas-là je pense que Bonaventura est plus fort. Mais ça montre à quel point on hésite, on oublie des joueurs chacun de notre côté, on n'est pas sûr, on se demande qui sera devant la défense, on se demande qui sera tout simplement dans la défense. Les seules certitudes finalement ce sont le gardien de but et l'avant-centre. Entre les deux, si on a Verratti évidemment qui sera le maître à jouer de l'équipe, mais alors sinon bien malin qui pourra prédire cette équipe type quoi. Alors on est à 6 mois de la compétition, hein, évidemment il y a le temps, mais ça montre que l'Italie n'est pas sereine, et ce sont des matchs amicaux et non pas une période de qualif qui vont aider le coach à déterminer, à faire ses choix manquants. Bon, donc c'est pas simple tout ça. Tom, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je rajouterais juste Marchisio dans les indispensables, parce que vu le niveau qu'il a, Juve depuis 1 an et demi, lui par contre il est vraiment indispensable. Non, mais il est titulaire, on est d'accord. Je l'ai mis dans mon équipe type, bien sûr. Hein. J'y ai pas pensé là, mais je l'ai mis dans mon équipe type. Conte, je suis sûr que dans son cerveau, il est comme nous. Hein. Il y a tellement de joueurs polyvalents, tellement de joueurs moyens, finalement dans le cru italien actuel, que c'est compliqué en fait de faire une équipe avec ces joueurs-là, parce que t'as des joueurs comme Insigne qui sont forts sur un côté, t'as des joueurs comme Florenzi qui est très fort ailier droit, mais qui peut jouer aussi relayeur. T'as Candreva qui peut jouer qu'à droite, je le vois mal jouer ailier gauche, donc forcément si tu prends Candreva, t'es obligé de jouer avec 3 attaquants, donc tu peux pas oublier le 4-4-2, tu vois. Et en fait Conte, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu aussi. J'espère qu'il est pas comme nous quand même. Dis donc. Sérieux, mais nous on peut se permettre d'hésiter, mais pas lui. Hein. Tu sais pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de... On a parlé de Marchisio, qui était une valeur sûre. On peut parler aussi de Verratti, et encore, c'est une valeur sûre, mais je suis pas sûr que ce soit une valeur sûre pour Conte. Mais sinon, il y a plus vraiment de grands joueurs et de joueurs leaders en fait. C'est ça, il n'y a pas de star, il n'y a pas de Pirlo, il n'y a pas de Pirlo, il n'y a pas de Baggio, il n'y a pas de Totti, il n'y a pas de joueurs comme ça, on est d'accord, ça manque, on a des bons joueurs mais on n'a plus d'excellents joueurs qui peuvent aller essayer de titiller Ronaldo et Messi pour le podium du Ballon d'Or, on n'en a pas des comme ça, donc c'est vrai que c'est plus difficile, mais on peut avoir un collectif efficace aussi, on l'a pas vu en qualif, mais enfin si ça naît, on a des bons joueurs. Hein. Ouais mais du coup ça change quand t'as pas des joueurs majeurs comme ça. Du coup, le sélectionneur, il y a un coup, il va te mettre, il va tester le Charaoui, après il va te mettre Insigne. Non mais ça, c'est n'importe quoi, ça. Et après d'un coup, hop, on va peut-être dire, finalement, Bonaventura, il est bon, il a un bon niveau, donc on va remettre Bonaventura à gauche. Et du coup, ça te fait une sélection fébrile.
sans idée, où c'est très compliqué. On parle de De Rossi, mais ça fait 3 mois qu'il a peu joué. Peut-être que le mec il va revenir, donc on va remettre De Rossi. Tu vois, t'as pas de certitude. Et c'est pour Non, ça c'est que vrai. tout à l'heure, je disais que Barzagli, Bonucci, Chiellini, pour moi, ils y seront, ils seront titulaires. Parce que limite, les trois là, avec Buffon plus Marquisio, c'est peut-être les seules certitudes aujourd'hui pour compter, parce que c'est des joueurs qu'il connaît, c'est des joueurs qui sont titulaires dans leur club, et qui sont en Ligue des Champions, et qui ont un bon niveau par rapport au paysage européen actuel, même si c'est pas des cadors, je suis d'accord avec toi, MJ, mais c'est peut-être les seules certitudes aujourd'hui pour compter, pour moi. Bon, Tom veut réagir, on va passer au mot de la fin. Donc Tom, tu nous donnes ta réaction, tu nous donnes ton mot de la fin, qui peut être une anticipation, ce qu'on doit viser à l'Euro, etc. Tu es 100% libre pour cette dernière partie d'émission. Alors ça marche, merci. Non, je rajouterais que les rares cadres possibles qu'il pourrait y avoir, c'est-à-dire Insigne et Bonaventura, Conte ne les sélectionne pas. Moi, à partir du moment où on me dit que El Shaarawy est plus légitime que Insigne, j'ai du mal à comprendre. Quand on me dit que Parolo ou Bertolacci est plus légitime que Bonaventura, j'ai aussi du mal à Ou comprendre. Deschilio, encore une fois, on va le Oui, ou redire. Deschilio, c'était le troisième nom. Ça, c'est terrible. Hein. Par contre, ce que je remarque dans nos équipes, c'est que il y a moyen de faire plusieurs modules. Alors ça peut être un inconvénient, mais ça peut aussi être un avantage. C'est que autant on aura effectivement moins de marques, on tâtonne un peu plus, autant l'équipe en face de nous, elle aura du mal aussi à savoir dans quel module on va jouer. Parce qu'on peut très bien jouer dans une défense à 3 avec par exemple des ailiers soit offensifs, soit défensifs. Par exemple, Antonelli peut jouer dans une défense à 3, Darmian, Florenzi, même Bernardeschi qui se révèle au poste d'ailier dans un 3-4-3, je crois, à la Fiorentina. Il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de se montrer imprévisible. C'est peut-être un atout qu'il faudra travailler. Ça peut être un désavantage comme un avantage. Donc j'enchaîne justement avec le mot de la fin. C'est peut-être une projection par rapport à l'Euro et à ce qu'on peut en faire. C'est autant on est capable de perdre au premier tour comme des quiches et de finir dernier de notre poule et d'enchaîner avec une énième élimination en poule, autant on peut très bien être agréablement surpris, on peut voir compter soudainement, avoir des bonnes idées et finir en demi-finale ou en finale. Je mets juste un petit point, c'est que la particularité de cet Euro à 24, c'est qu'à mon sens, il faudrait mieux finir deuxième que premier. J'explique juste pourquoi. C'est que si l'on finit premier, on affrontera un deuxième du groupe D, c'est-à-dire la République tchèque ou la Turquie, mais ensuite on enchaînerait avec les Allemands. Les Allemands, certes, on les bat très souvent, mais il y a bien un moment où cette série va s'arrêter et j'ai pas envie que ce soit cette Oui, année. surtout en ce moment, Voilà. c'est pas le bon moment pour les prendre. Ouais. Donc, alors que deuxième, certes, on affronterait peut-être le Portugal, mais je trouve quand même que c'est une équipe plus prenable que l'Allemagne. Oui, c'est comme la Suède, le Portugal. Et ensuite, ça serait l'Angleterre. C'est un parcours difficile, mais à mon sens, il y a que deux équipes qu'il faudrait éviter, du moins en huitième ou en quart. C'est l'Allemagne parce que c'est les meilleurs, et l'équipe de France parce qu'ils jouent à domicile. Ouais, puis si on se fait taper par l'équipe de France, alors on va en prendre plein la gueule pendant 10 Oui, ans, mais donc ça va. Hein. le fait est que jouer à domicile a toujours été un avantage. Ça a été prouvé, archi prouvé. Tu as parlé de la Corée du Sud il y a pas longtemps. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, mais on n'a pas envie de perdre contre l'équipe de France, nous supporters francophones de l'équipe d'Italie, parce que là c'est parti pour 10 ans de chambrage. Ah oui, Vous avez peut-être pas vécu l'Euro 2000 et la Coupe du Monde 98, ça va quoi, il a fallu attendre 2006 pour la revanche, c'est bon quoi, j'ai eu ma dose, donc si on joue l'équipe de France, on les bat, sinon on les joue pas. On le vivrait mal. Néanmoins, si on peut les éviter en huitième ou en quart et perdre lamentablement en huitième ou en quart, donc si on peut éviter l'Allemagne ou la France, ça m'arrangerait bien. Donc finir deuxième et affronter le Portugal en huitième, c'est peut-être la moins pire solution. Voilà, bon, très bien. Soupalio. Après, sur cet Euro, personne n'attend l'équipe d'Italie. Hein. Les médias parlent d'équipe déclinante, de manque d'individualité avec des raisons qu'on a pu évoquer précédemment. Mais comme en 2012. Oui. L'objectif de Conte, c'était de faire une machine de guerre, je reprends ces mots. Il peut très bien réussir à faire une équipe compacte sur un mois. Et sur un mois, pour un Euro, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Hein. Les Grecs et les Danois peuvent en témoigner. Oh, formidable équipe grecque. Arrête, je suis le seul à avoir le coffret DVD intégral de tous leurs matchs, que je visionne régulièrement, tant c'était tactiquement parfait à mes yeux. Donc, non, la Grèce formidable. Moi, si on refait la Grèce 2004 avec exactement le même style de jeu, mais je saute de joie. C'est le football, c'est ça, moi, mon football post-moderne. Tiens, je vais appeler ça comme ça. Après, atteindre les quarts de finale, ça serait déjà très bien. Mais bon, ces dernières années, on réussit mieux les Euros que les Coupes du Monde. Après, il faudra voir la forme du moment.
le coaching de Conte est bien sûr un facteur qui nous a fait défaut en 90, 94, 98, la chance. Après, ce que j'aimerais aussi dire, c'est j'ai un petit pincement au cœur quand je pense à Giuseppe Rossi qui a du mal à revenir. Ça serait une vraiment surprise qu'il puisse marquer et être dans les 23, mais là, j'ai du mal à y croire pour l'instant vu son niveau, mais on sait jamais, ça serait une belle histoire. Non, on va voir, il va être transféré, il veut du temps de jeu, donc on va voir ce que ça va donner. Gal, mot de la fin. Bah, le mot de la fin, je rejoins mes deux collègues, surtout que bon, cet Euro 2016, il va être très très compliqué, parce que le niveau il va être assez élevé. Maintenant, au vu du paysage actuel qu'on a par rapport à nos joueurs, par rapport à notre fond de jeu, je crois que notre atout premier, ça sera notre sélectionneur. Et comme il a dit tout à l'heure, donc il s'est vanté de dire qu'il fallait créer une machine de guerre, parce que forcément on n'a pas non plus des super joueurs à tous les postes. Non, puis on l'a pas encore vu sa machine de guerre, hein. On attend de la voir. Hein. Aujourd'hui, malheureusement, quoi, ça va être lui. C'est notre atout, c'est Conte, c'est à lui de faire son boulot. Il peut faire quelque chose, c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Ça c'est clair et net, surtout sur des compétitions courtes comme ça. On n'est pas non plus des chèvres, quoi. On a quand même de la qualité, même si c'est pas le top. Il va avoir une liste de 23 joueurs et je pense que si on doit faire quelque chose dans cette compétition, ce sera que avec la tête, le physique et voilà. Et la tactique, c'est pour ça la tête, tu as raison. La tactique, oui, non mais la tête ça peut inclure le mental, mais aussi l'organisation, la science du jeu, la maîtrise tactique, et ça il va falloir faire confiance à Conte. Tu as raison, ce sont pas toujours les meilleures individualités qui gagnent, mais c'est le meilleur collectif qui gagne. Et moi je pense que les Charisteas, les Delas, les Capsis, les Seitaridis, dont j'ai le maillot, les Fissas, les Vrisas, etc., Nicopolidis, on peut refaire toute l'équipe, hein, Katsouranis, Karagounis, tous ces joueurs là, Katsouranis, excellent milieu, Bazinas, super joueur également, numéro 6, petit Pirlo devant la défense. C'était avant tout un vrai collectif. Voilà, il avait réussi, Rehagel, à fédérer des joueurs qui étaient moyens. Nous, on a quand même des bons joueurs, on n'a pas des joueurs moyens. Et si Conte arrive à les fédérer, on n'a peut-être pas les meilleures individualités. On n'a peut-être pas de Messi, on n'a pas de Ronaldo. Mais on peut peut-être, en trouvant un collectif, créer la surprise. C'est possible, ça reste du foot. Mais disons quand même que pour l'instant, on n'a vu ni individualité, à part une ou deux, d'accord, mais en tout cas, pas de collectif non plus. Quoi, hein, on voit bien avec les carences défensives, donc il va falloir les créer, les matchs amicaux sont là pour ça, et on espère que l'esprit de compétition de l'Italie n'a pas totalement disparu, et on espère les retrouver. Ce qui est sûr, et je finis là-dessus, c'est que le Milan commence à faire jouer des jeunes, je le dis suffisamment, il y a 2 jeunes titulaires, on peut compter Bertolacci, peut-être ça fait 3 éventuellement, et peut-être Calabria qui pousse. J'aimerais que toutes les équipes en fassent de même, parce qu'on travaille pas pour l'euro, évidemment on espère aller loin, l'euro ça va de soi, mais on travaille surtout pour dans 3, 4, 5 ans. Moi c'est ça que je vois en Italie, et j'aimerais qu'il n'y ait pas qu'un seul club, je sais qu'il n'y a pas que le Milan, mais enfin tous les clubs ne le font pas, il faut s'y mettre, voilà c'est le moment, mettons les mains dans le cambouis, reforgeons une équipe d'Italie, quoi, refabriquons des jeunes, la machine à gagner qu'on avait précédemment, il est temps de la retrouver, et puis on pourra prétendre remporter des compétitions en ayant des certitudes, voilà, il nous manque des certitudes. Superlio m'indique que les prochains matchs amicaux c'est contre l'Allemagne et l'Espagne, donc on aura déjà quelques premiers enseignements à tirer. Messieurs, je vous remercie, je vous renouvelle mes meilleurs vœux, on se retrouve très vite pour parler du Milan, salut. Salut. Ciao.